Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui nous allons aborder le premier thème du programme de géographie de seconde, du développement au développement durable. Alors pour commencer en introduction, il me semble important de définir ce qu'est le développement. Attention, il ne faut pas le confondre avec la croissance qui va être quantifiable avec un indicateur relativement simple. La question du développement va elle impliquer un changement d'état, un accroissement des richesses, associé à l'amélioration des conditions de vie d'une population sur un territoire. Dans notre chapitre, il va s'agir de comprendre comment le monde peut passer d'un développement à un développement durable. Et la problématique sera comment définir et comprendre le ou les développements durables. Pour répondre à cette problématique, on prendra un plan en trois parties. Dans une première partie, nous verrons un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles. Puis nous verrons dans une seconde partie de nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d'habitants en 2050, avant, en troisième partie, de définir le développement durable. Vous avez bien suivi? Oui? Alors vous savez que le grand 1, c'est un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles. Grand A, quels indicateurs pour quel développement? Alors longtemps, on a utilisé le PIB pour mesurer le développement d'un pays, mais cet indicateur est uniquement basé sur des éléments économiques. L'IDH a été créé par l'ONU pour mesurer le développement. Il va prendre en compte la durée de la scolarisation, le revenu par habitant et l'espérance de vie. C'est un indicateur plus précis, mais qui masque les inégalités régionales. Il existe d'autres indicateurs, comme l'indice de Gini, qui va mesurer les écarts entre les salaires des personnes les plus riches et des personnes les plus pauvres, ou bien encore l'indice de pauvreté multidimensionnelle, qui va mettre en évidence la part de la population vivant dans une pauvreté extrême. Ces différents indicateurs mettent en évidence un développement inégal et une limite plus ou moins visible entre un hémisphère nord développé et un sud en développement. Alors commençons par définir ce qu'est le Nord. Le Nord, c'est une région où l'IDH est fort. On peut citer l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que des pays d'Amérique latine comme le Chili et l'Argentine. Dans ces pays, les inégalités sont certes présentes, mais elles sont moins fortes que dans les Suds. Les Suds, justement. Passons à leur description. Alors il y a une grande diversité de situations dans le développement de ces pays, d'où l'utilisation du pluriel. Le développement est plus important en Amérique du Sud et en Asie de l'Est que celui de l'Afrique et de l'Asie centrale. Certains pays du Sud, comme Dubaï, ont un IDH supérieur à celui des pays du Nord, ce qui permet d'ailleurs de relativiser la question de la limite Nord-Sud. On distingue des pays considérés comme émergents, ce qui veut dire qu'ils ont entamé un processus de rattrapage économique, mais que des inégalités subsistent. A l'inverse, les pays les plus en difficulté, qu'on appelle les PMA, pays les moins avancés, cumulent les inégalités et ont une faible croissance économique. Les populations ne peuvent s'appuyer sur l'État qui est défaillant. Grand B, des dynamiques de développement inégales à toutes les échelles. Alors, des inégalités de développement sont visibles à toutes les échelles géographiques. À l'échelle mondiale, on vient de voir, entre les États, mais aussi à l'échelle nationale, à l'intérieur des États, et à l'échelle locale, au sein d'une ville par exemple, entre ces différents quartiers. Les contrastes de développement sont également importants à l'intérieur des différents États, au sud comme au nord, par exemple entre milieux urbains et zones rurales isolées. De même, très souvent, les régions proches des capitales économiques et les régions littorales sont plus développées que les autres. Ainsi, si on regarde cette carte de l'IDH de la Chine, on s'aperçoit parfaitement qu'il y a une forte inégalité entre le littoral et l'intérieur. Ces différences vont engendrer de fortes mobilités, des migrations régionales, mais aussi l'exode rural, le fait que les gens quittent la campagne pour aller s'installer en ville. On peut retrouver les mêmes contrastes à l'intérieur des métropoles. Si la ville est presque dans tous les pays le lieu où se concentrent les populations les plus favorisées, c'est aussi le lieu des inégalités socio-spatiales fortes, avec les quartiers défavorisés. Et ces quartiers défavorisés, on en trouve dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, on les nomme les bidonvilles, et près d'1 milliard de personnes vivent aujourd'hui dans ces bidonvilles. Alors une petite définition pour la route. Un bidonville, c'est un quartier défavorisé, construit souvent de manière illégale et dont les habitations sont constituées de matériaux de récupération. Grand E, de nouveaux besoins pour 9 milliards d'habitants en 2050. Grand A, une population mondiale en forte augmentation. Alors entre 1950 et 2018, la population est passée de 2,5 milliards d'habitants à aujourd'hui 7,4 milliards d'habitants. L'humanité a donc triplé entre 1950 et 2018, et elle aura presque quadruplé entre 1950 et 2050.
Oui, du coup, je vous vois arriver, on va être tassé, on n'aura plus de place, ça risque d'être problématique, rassurez-vous, la Nièvre est encore pas totalement surpeuplée. Cette croissance démographique est donc très élevée et s'explique notamment par le phénomène de transition démographique que vous avez vu dans le chapitre précédent d'Histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les États ne connaissent pas les mêmes rythmes de croissance démographique. Il y a des États où la croissance est forte, supérieure à 2% entre 1990 et 2010. Ces États sont principalement situés en Afrique subsaharienne et en Asie centrale. On peut citer des États où la croissance est moyenne, entre 1 et 2%. Ils sont principalement situés en Amérique latine, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, ainsi qu'en Asie du Sud. Enfin, les États où la croissance est faible, voire négative, c'est-à-dire inférieure à 1%. Alors ils se trouvent principalement en Amérique du Nord, en Europe, Russie comprise, en Asie de l'Est et en Océanie. On voit donc qu'il y a un lien entre le rythme de la croissance démographique et le niveau de développement. Plus le développement est faible, plus la croissance démographique est élevée et rapide. C'est le cas dans les pays les moins avancés et les pays en développement. Leur population est jeune. Au contraire, plus le niveau de développement est élevé, plus la croissance démographique est ralentie. C'est le cas dans les pays émergents et surtout dans les pays développés, et dans ces pays, la population vieillit. Mais cette croissance devrait ralentir et l'ONU prévoit environ 9,6 milliards d'habitants pour 2050. Grand B, des besoins en forte croissance. Alors la croissance démographique, conjuguée au développement, explique l'augmentation générale des besoins en alimentation, en eau potable, en énergie et en logement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la satisfaction de ces besoins est très inégale. Au nord, la satisfaction des besoins essentiels est globalement assurée. Mais le haut niveau de vie et le vieillissement de la population génèrent de nouveaux besoins, dans le domaine des loisirs ou aussi la santé. La prise de conscience de la dégradation de l'environnement dans ces pays remet en cause certains choix de développement, notamment le gaspillage alimentaire et énergétique. Au sud, la satisfaction dépend du niveau de développement. Alors que les besoins essentiels ne sont toujours pas satisfaits dans les PMA, notamment les besoins alimentaires et sanitaires, d'autres besoins apparaissent avec l'urbanisation et l'augmentation du niveau de vie, l'industrialisation, l'alimentation, les logements. À l'échelle mondiale, ces besoins croissants font craindre la fameuse surpopulation. Mais je vous rassure tout de suite, celle-ci n'est pas scientifiquement justifiée et elle peut tout à fait être compensée par une évolution technologique et la capacité des populations à satisfaire leurs besoins, des progrès dans l'irrigation, la mécanisation. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que la croissance des besoins va continuer d'augmenter la pression sur les ressources renouvelables, l'eau, les sols, les milieux, mais aussi sur les ressources non renouvelables, les énergies fossiles, les nappes d'eau potable. Et cette croissance menace déjà certains espaces fragiles, les montagnes, les forêts, les littoraux, les mondes arctiques, et accentue l'inégalité d'accès aux ressources. En Afrique subsaharienne, par exemple, la population ayant accès à l'eau a doublé entre 1990 et 2010, mais les citadins ont 2 fois plus de chances d'y accéder que les ruraux. Donc les besoins futurs des 9 milliards d'habitants en 2050 et la capacité à les satisfaire fait actuellement débat. Un nouveau mode de développement semble nécessaire. Il aura pour objectif de combattre les inégalités, de répondre aux nouveaux besoins et de protéger l'environnement. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Grand 3, mettre en œuvre des modes de développement durable. Et grand A pour commencer, qu'est-ce que le développement durable? Alors, il a été défini en 1987 dans le rapport Brundtland remis à l'ONU, et le développement durable vise à permettre la satisfaction des besoins des générations actuelles sans empêcher la satisfaction des besoins des générations futures. Vous avez compris? Allez, on va dire que oui. Alors, le développement durable cherche à concilier 3 objectifs majeurs. Un objectif environnemental, qui consiste à préserver les ressources nécessaires à la vie des hommes et à protéger les milieux fragilisés par l'action humaine. Un objectif social, qui consiste à mieux répartir les richesses entre les hommes et à satisfaire leurs besoins élémentaires. Enfin, un objectif économique, qui cherche à générer de la croissance économique et des créations d'emplois. Le développement durable a été initié lors du premier sommet de la Terre à Rio en 1992, qui a abouti à un agenda 21 décrivant les principes à mettre en place au XXIe siècle, notamment dans le domaine environnemental. Il a été suivi par la conférence de Kyoto en 1997 sur le réchauffement climatique, puis en 2000 par le sommet du millénaire de l'ONU qui énonça 8 objectifs du millénaire pour réduire les inégalités sanitaires et sociales. Malgré l'échec de plusieurs de ces sommets récemment, ces conférences témoignent d'une volonté d'impulser le développement durable à l'échelle mondiale.
Grand B, une gouvernance à définir. Le développement durable suppose une gouvernance, c'est-à-dire une action concertée de nombreux acteurs. L'ONU, les États, les organisations non gouvernementales, mais aussi les collectivités territoriales, les citoyens. Or, ces acteurs, qu'ils soient publics ou privés, peuvent avoir des intérêts divergents, les uns privilégiant une rentabilité économique, les autres l'équité sociale ou bien encore la préservation de l'environnement. Des politiques de développement durable sont d'abord mises en place dans les pays du Nord, surtout en Europe, par l'adoption de lois et la multiplication d'agendas 21 locaux qui permettent d'agir concrètement, avec le slogan « Penser globalement, agir localement ». En revanche, ces préoccupations semblent moins fortes dans des pays comme les États-Unis et les pays émergents, qui privilégient la croissance économique et réclament parfois un droit à polluer. La Chine, cependant, semble prête à combler son retard et a lancé en 2018 un programme ambitieux dans le domaine environnemental. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en conclusion ? Eh bien, on pourrait retenir déjà que le monde est traversé par de profondes inégalités de développement entre un nord développé et des suds qui sont en cours de développement. On pourrait aussi retenir que ces inégalités se retrouvent dans le domaine de la croissance démographique, et que cela engendre des difficultés pour satisfaire les besoins des populations, notamment dans ces pays du Sud. On voit donc qu'il y a une nécessité de répondre à un développement durable qui réponde à des enjeux aussi bien économiques, sociaux qu'environnementaux. Et pour terminer, un petit message à Thanos, vous savez, celui qu'on voit dans Avengers, inutile de vouloir détruire la moitié de l'humanité pour sauver l'autre moitié, on peut très bien tous vivre ensemble. Allez, bonne fin de journée et à bientôt!